Les employés de l'entreprise se sont moqués d'un vieil homme qui est entré dans la réunion et l'ont humilié. Mais il s'est levé et les a tous renvoyés. Le soleil se levait lentement sur la scène, projetant une lueur pâle sur les vitres du siège de Merrival Technologies, une entreprise connue pour ses innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle et des systèmes de données. Les rues, encore humides de la pluie nocturne, reflétaient les néons des cafés du boulevard Haussmann. À l'intérieur, le rythme du matin commençait déjà à s'imposer. Le bruit sec des talons sur le marbre, les salutations polies, les murmures de conversation entre collègues qui dissimulaient mal la compétition constante qui régnait dans les couloirs. Dans cet univers où tout devait briller, où chaque geste semblait calculé pour impressionner, l'apparence valait souvent plus que le contenu. Claire Moreau, 28 ans, entra dans le hall principal avec son badge à la main. Elle avait commencé à travailler chez Merrival il y a 3 ans, pleine d'enthousiasme, convaincue qu'elle allait changer le monde avec ses algorithmes et ses idées. Mais la réalité de la grande entreprise l'avait vite rattrapée. Ici, il fallait surtout savoir plaire aux supérieurs, se rendre visible et éviter les faux pas. Elle portait un tailleur bleu clair impeccable, ses cheveux châtains foncés attachés en un chignon strict, son ordinateur dans une sacoche qu'elle tenait comme un bouclier. En montant dans l'ascenseur, elle jeta un coup d'œil à l'écran affichant les messages internes. Réunion générale à 9h30. Présence obligatoire de tout le personnel. La note ne précisait rien d'autre. Les rumeurs avaient commencé dès la veille. Certains disaient qu'un audit était en cours. D'autres parlaient d'un nouveau directeur envoyé par la maison mère de Lyon. Dans un environnement où la moindre incertitude pouvait provoquer des tremblements de carrière, la curiosité se mêlait à la peur. Quand elle arriva à l'étage des conférences, la grande salle panoramique était déjà presque pleine. À travers les baies vitrées, on apercevait la ville qui s'étirait dans la lumière dorée du matin. Des écrans affichaient le logo de l'entreprise. Les assistants installaient des bouteilles d'eau et ajustaient les micros. L'air sentait le café et l'angoisse. Claire prit place vers le milieu, entre 2 collègues qu'elle connaissait à peine. « Tu sais de quoi il s'agit » demanda Julie, une jeune femme du service communication en chuchotant. « Aucune idée. Mais tout le monde est nerveux, répondit Claire. Peut-être un rachat ou des licenciements. » Leurs voix se perdirent dans le brouhaha. Thomas Lemoine, le chef du marketing, entra en riant bruyamment, saluant tout le monde comme un acteur sur scène. Il portait son éternel costume italien, un parfum trop fort, et ce sourire satisfait de ceux qui savent se placer du bon côté du pouvoir. Il tapota l'épaule d'un stagiaire en passant, laissant derrière lui une traînée de moquerie légère. « Alors Claire, prête pour le grand discours » lança-t-il avec ironie. « Peut-être qu'on va enfin changer le café de la machine. » Elle sourit poliment, comme toujours. Il ne fallait jamais se montrer trop sérieuse, ni trop distante. Chez Merrival, tout était jeu de rôle. Chacun connaissait la réplique à donner pour survivre. À 9h30 précise, la directrice adjointe, Madame Vasseur, prit la parole au micro. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus à cette convocation exceptionnelle. Le siège de Lyon souhaite que nous soyons tous présents pour une annonce importante. Le nouveau représentant de la direction arrivera dans quelques instants. » Un léger murmure parcourut la salle. Les visages se tournèrent vers la porte principale. Mais au lieu d'un costume élégant, d'un cadre pressé ou d'un visage familier, ce fut un homme âgé qui entra. Il devait avoir autour de 70 ans. Ses cheveux gris étaient coupés courts, son manteau beige usé laissait deviner un costume simple, presque démodé. Ses chaussures brillaient à peine, et il tenait une vieille serviette en cuir qu'il serrait contre lui, comme si elle contenait quelque chose de précieux. Il s'arrêta un instant, regardant la salle remplie de jeunes cadres élégants. Un silence curieux tomba pendant quelques secondes, avant qu'un rire étouffé ne rompe la tension. « Il s'est trompé de salle, non » murmura quelqu'un à l'arrière. « Peut-être le gardien » lança un autre moqueur. « Ou le père d'un stagiaire perdu » ajouta Thomas à voix basse, déclenchant quelques rires étouffés. Le vieil homme ne réagit pas. Il s'avança lentement, observa la table principale, puis prit place discrètement au fond, sans chercher à se justifier. Son attitude calme, presque digne, contrastait avec la nervosité de l'assistance. Claire, mal à l'aise, sentit ses joues chauffer. Elle détourna les yeux, honteuse, sans savoir pourquoi. Le murmure reprit, plus fort. Les téléphones vibraient discrètement. Quelques photos furent prises.
Des sourires s'échangèrent comme dans une cour d'école. Personne ne savait vraiment comment réagir, alors la moquerie devenait réflexe. Mais Claire, elle, remarqua quelque chose d'étrange. Le regard du vieil homme, il ne semblait pas perdu. Il observait chaque détail, chaque personne, comme s'il évaluait la pièce entière. Ses yeux clairs passaient d'un visage à l'autre avec une attention silencieuse. Ce n'était pas le regard d'un intrus, c'était celui de quelqu'un qui comprenait exactement où il se trouvait. Madame Vasseur, visiblement irritée par cette présence inattendue, tenta de reprendre la situation en main. « Monsieur, je crois que vous vous êtes trompé de réunion. Celle du personnel technique est au 3e étage. » L'homme leva légèrement la tête, esquissa un sourire poli mais ne bougea pas. Aucun mot. Il resta là, immobile, comme s'il attendait quelque chose. L'atmosphère, déjà tendue, se chargea d'un malaise encore plus lourd. Claire sentit un pincement dans la poitrine. Ce n'était pas de la pitié, mais une sorte d'intuition. Quelque chose dans la posture du vieil homme contredisait l'image que tout le monde se faisait de lui. Elle voulait dire quelque chose, mais la peur du ridicule la retint. Comme tant d'autres, elle resta silencieuse, complice involontaire de la cruauté banale qui s'installait. À la table des dirigeants, Thomas sortit discrètement son téléphone et fit mine d'envoyer un message. On entendit un petit rire du côté du service commercial. La tension se transforma en un murmure collectif, presque moqueur. Le vieil homme, lui, ne bougea pas. Le temps sembla suspendu. Puis, sans prévenir, la porte se referma brusquement derrière un employé en retard. Tout le monde sursauta. L'instant passa, mais le silence qui suivit resta étrange, presque solennel. Henri Lefebvre, car tel était son nom, bien que personne ne le sache encore, regarda sa montre, puis posa calmement sa serviette sur ses genoux. Son visage exprimait une douceur mélancolique, mais aussi une autorité tranquille. Dans ce contraste se trouvait déjà la leçon que personne n'était prêt à entendre. La réunion n'avait pas encore commencé, mais quelque chose dans cette simple présence venait déjà de la transformer. Les rires allaient bientôt se taire, les masques allaient tomber, et la Merival Technologies, temple de la performance et de l'apparence, allait vivre l'un de ses matins les plus mémorables. Lorsque la grande horloge du mur sonna 10 heures, la salle de réunion se remplit d'un murmure collectif, mélange d'impatience et d'excitation contenue. Les employés, tous vêtus de leurs costumes impeccables, échangeaient des regards entendus. Certains plaisantaient à voix basse, d'autres feuilletaient des dossiers sans vraiment lire. Sur l'écran principal, le logo de Merival Technologies brillait dans un bleu froid accompagné du message « Présentation du plan de transition 2025 ». Personne ne savait ce que cela signifiait exactement. Les rumeurs circulèrent depuis des jours, et dans cette atmosphère de tension, tout événement inattendu devenait le carburant parfait pour les spéculations. C'est à ce moment-là que la porte s'ouvrit, lentement, avec un grincement à peine perceptible. Un homme âgé entra, le pas mesuré, les épaules légèrement voûtées mais la tête droite. Il n'avait pas le port d'un visiteur perdu. Il avançait comme quelqu'un qui connaissait les lieux, ou plutôt comme quelqu'un qui y revenait après un long temps d'absence. Son manteau beige était un peu trop large, ses chaussures portèrent la poussière des trottoirs, et pourtant, dans son attitude, il y avait une retenue qui inspirait quelque chose d'indéfinissable, un calme que personne ne remarqua tout de suite. Les premiers à réagir furent les employés assis près de la porte. Une assistante leva les yeux de son ordinateur, surprise. 2 jeunes stagiaires échangèrent un sourire complice. Persuadé que l'homme s'était trompé d'endroit, il se dirigea vers une chaise libre au fond, posa doucement sa serviette en cuir sur la table et s'assit sans dire un mot. Le simple bruit de la chaise qu'on déplace sur le sol fit tourner quelques têtes. Puis, peu à peu, les murmures commencèrent. « C'est qui, lui » demanda un employé à voix basse. « Peut-être un ancien de la maintenance » répondit un autre. « Ou un retraité qui s'est perdu » ajouta quelqu'un derrière. Le ton se fit ironique, moqueur. Certains rirent discrètement. Thomas, le chef du marketing, sortit son téléphone, feignant de vérifier ses mails, mais prit une photo rapide. Il montra l'écran à Julie, qui étouffa un rire. « Regarde, on dirait mon grand-père quand il vient à Noël », plaisanta-t-elle. Leurs épaules tremblèrent de rire silencieux, tandis que le vieil homme, impassible, fixait calmement le tableau numérique devant lui. Il ne semblait pas remarquer les sourires, ni les chuchotements. Ses yeux clairs, presque argentés sous la lumière des néons,
observait chaque détail de la salle, les visages impatients, les mouvements nerveux, les bras croisés, les regards vides. Il nota tout sans bouger. Ce n'était pas le regard d'un intrus, mais celui d'un homme qui évaluait un terrain, qui pesait silencieusement ce qu'il voyait et entendait. Le ton moqueur s'intensifia à mesure que la réunion tardait à commencer. Les minutes s'étiraient. Madame Vasseur, visiblement tendue, parlait à voix basse avec un assistant. Les employés, laissés à eux-mêmes, se comportaient comme dans une cour d'école sans surveillant. « Peut-être qu'il vient chercher un emploi », souffla Thomas, ironique. « Oui, pour nettoyer nos ordinateurs », répliqua un autre, déclenchant une vague de rires étouffés. « Ou pour raconter comment c'était avant Internet », ajouta quelqu'un. Claire, assise à quelques rangs de là, sentit sa gorge se serrer. Chaque remarque la mettait plus mal à l'aise. Elle voulait intervenir, dire quelque chose, mais l'idée de devenir la cible des sarcasmes la paralysait. Elle se contenta de fixer son carnet, le stylo immobile entre ses doigts. Les rires montaient, discrets mais persistants. Un stagiaire filma discrètement une courte vidéo du vieil homme assis au fond, l'envoya à un groupe interne. En quelques secondes, les réactions commencèrent à affluer. Des émojis, des phrases moqueuses. L'écran du téléphone de Thomas vibra. Il ricana. Personne ne se doutait que ce moment anodin allait marquer le tournant le plus brutal de leur carrière. Le vieil homme ne réagissait toujours pas. Il croisa calmement les mains sur sa serviette et son regard s'attarda sur chacun des visages. Quand ses yeux rencontrèrent ceux de Claire, elle eut un frisson. Ce n'était pas un regard de reproche ni de colère. C'était un regard lucide, presque bienveillant, mais chargé d'une profondeur étrange, comme si, dans le silence, il lui disait qu'il comprenait tout. Les rires se calmèrent un instant lorsque Madame Vasseur s'approcha du podium pour reprendre la parole. « Nous attendons encore un message de la direction de Lyon », annonça-t-elle. « Le directeur intérimaire devrait être connecté d'un instant à l'autre. »« Le directeur intérimaire ?» répéta Thomas à voix basse. « Ce n'est pas ce type, j'espère. » Les mots déclenchèrent un nouveau rire collectif, plus étouffé, mais suffisant pour traverser la salle. Claire sentit son estomac se nouer. L'image de ce vieil homme, assis seul au milieu de ses moqueries, lui donnait honte. Elle regarda autour d'elle. Personne ne semblait voir la cruauté de ce qui se jouait. Tout le monde riait pour appartenir au groupe, pour ne pas paraître faible. C'était la loi silencieuse de Mérival. Mieux valait se taire que défendre ce qui était juste. L'homme, pourtant, ne sembla pas affecté. Il regarda l'horloge, puis se leva lentement. Le bruit de sa chaise fit de nouveau taire la salle. Tous les regards convergèrent vers lui. On aurait dit que le temps s'était arrêté. Il avança de quelques pas, prit sa serviette, la posa sur la table principale et l'ouvrit avec soin. De l'intérieur, il sortit quelques feuilles soigneusement pliées qu'il étala sans hâte. Personne ne comprenait ce qu'il faisait. Les visages se crispaient entre méfiance et gêne. Même Madame Vasseur, déstabilisée, ne sut quoi dire. « Monsieur !» commença-t-elle d'une voix incertaine. « Je crains que... » Il leva doucement la main, un geste calme mais ferme. « Je vous demande juste une minute, madame. » Le ton était posé, sans colère, mais portait une autorité naturelle. Les mots, prononcés avec une diction claire et un accent parisien ancien, résonnèrent dans la salle. C'était la première fois qu'il parlait, et tout le monde sentit instantanément que cet homme n'était pas ce qu'il croyait. « Je vous remercie », ajouta-t-il simplement. Il prit une première feuille, la lut quelques secondes, puis la tendit à Madame Vasseur. Elle la saisit, intriguée. Son regard parcourut rapidement les lignes, et son visage changea. D'abord la surprise, puis l'embarras, enfin une sorte de crainte. Elle releva la tête vers lui, muette. Les employés, impatients, cherchaient à comprendre. L'homme distribua ensuite d'autres copies des documents aux premières rangées. Les papiers passèrent de main en main. Claire en reçut un. En haut, elle lut les mots imprimés. Nomination du directeur général par intérim. Groupe Mérival Technologies, Lyon, le 4 mars 2025. Son cœur s'arrêta un instant. Sous le logo officiel, elle lut la signature du PDG du groupe. Et juste en dessous, en lettres nettes, M. Henri Lefebvre est nommé directeur général par intérim de la filiale parisienne de Mérival Technologies avec effet immédiat. Un souffle collectif traversa la salle. Les rires s'éteignirent d'un coup. Thomas resta figé, son téléphone à la main. Le vieil homme replia calmement sa serviette, se redressa et déclara d'une voix claire « Messieurs, mesdames, je suis Henri Lefebvre. Il semble que nous ayons beaucoup à nous dire. » Le silence qui suivit fut total. Plus personne ne respirait.
Claire sentit ses mains trembler, partagées entre stupeur et admiration. Ce vieil homme que tout le monde venait d'humilier était le nouveau dirigeant de leur entreprise. Et au fond d'elle, elle sut que rien plus jamais ne serait comme avant. Le silence pesant qui avait suivi la présentation des documents officiels ne dura que quelques secondes. Il fut bientôt remplacé par un murmure confus, une agitation nerveuse. Certains employés fixaient la feuille qu'ils tenaient entre leurs mains comme si elle brûlait. D'autres échangeaient des regards inquiets. Dans les rangées du fond, un stagiaire laissa échapper un rire nerveux, vite étouffé par le regard glacial de sa supérieure. Le malaise s'étendit comme une onde invisible, déstabilisant chaque visage habitué à l'assurance et à la fausse élégance des réunions d'entreprise. Henri Lefebvre, debout devant eux, observait calmement. Il n'avait pas élevé la voix, il n'avait pas montré de colère. Pourtant, il imposait une présence indéniable. Ses gestes mesurés, son ton posé, tout chez lui inspirait le respect sans qu'il ait besoin de le réclamer. Il regarda autour de lui, notant les visages qui fuyaient son regard. On percevait dans la salle un mélange de peur et de honte, une tension qui trahissait les consciences mal à l'aise. Claire, assise à mi-distance, sentait encore le rouge lui monter aux joues. Elle n'avait rien dit, elle n'avait pas ri, mais elle s'était tue, et maintenant ce silence pesait sur elle comme une faute. Elle observait les autres. Thomas, d'habitude si confiant, gardait le regard fixé sur ses chaussures, son téléphone posé face contre table. Julie, qui riait quelques minutes plus tôt, triturait nerveusement sa bague. Même Madame Vasseur semblait soudain beaucoup plus petite derrière le pupitre. « J'ai entendu vos rires », dit enfin Henri d'une voix calme mais tranchante. Pas tous, bien sûr, mais assez pour comprendre le climat qui règne ici. Un léger frisson parcourut la salle. Le ton n'était pas accusateur, mais chaque mot tombait comme un poids. Henri fit quelques pas lentement, comme s'il cherchait à mesurer la distance entre lui et ceux qu'il allait diriger. Vous travaillez pour une entreprise qui, jadis, plaçait la dignité humaine au cœur de son projet. J'ai cofondé Merival il y a 40 ans, quand nous n'avions ni locaux luxueux ni capital étranger. Nous avions seulement une idée, et la volonté de la défendre. Aujourd'hui, en entrant ici, j'ai vu des regards fiers mais vides, des sourires mécaniques, des rires faciles. Cela m'a rappelé pourquoi j'ai accepté de revenir. Chaque phrase résonnait avec une force tranquille. Le contraste entre l'humiliation qu'il avait subie et la maîtrise qu'il conservait bouleversait Claire. C'était comme si le vieil homme tenait un miroir à chacun, leur renvoyant la laideur qu'il ne voulait pas voir. Thomas tenta de se ressaisir. Il se pencha vers Julie et murmura « Il dramatise, tu vas voir, c'est juste un discours moral. » Mais il n'y eut pas de sourire pour l'accompagner. Le ton ironique sonnait creux, déplacé. Henri reprit plus lentement. « Ce matin, je suis venu sans annonce, sans escorte, sans costume neuf. Pas pour vous tendre un piège, mais pour observer. Je voulais voir ce que Merival Paris est devenu, derrière ses slogans et ses rapports. Et ce que j'ai vu en quelques minutes m'a suffi. » Il sortit de sa serviette un carnet usé, l'ouvrit, y nota quelque chose, puis referma doucement. Le son sec du cuir claqua dans le silence. L'entreprise n'a pas besoin de plus d'intelligence artificielle ni de plus d'ambition. Elle a besoin de respect, de décence et de mémoire. Sans cela, aucune innovation ne tient debout. Il s'interrompit, promenant son regard sur les visages désormais figés. Ses yeux s'attardèrent sur Thomas, puis sur Claire. « Je ne blâme pas ceux qui se sont tus », ajouta-t-il, d'un ton plus doux. « Le silence est souvent le premier refuge quand le courage manque. Mais je ne le confonds pas avec la lâcheté. Ce que j'espère, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, ceux qui voient l'injustice trouvent la force de parler. » Claire sentit un poids lui tomber du cœur. Ces mots semblaient lui être adressés directement. Elle aurait voulu le remercier, mais sa gorge était serrée. Pendant ce temps, les supérieurs de la salle d'à côté, ceux du comité exécutif, étaient restés immobiles, sidérés par la tournure des événements. Ils avaient appris la nomination d'Henri seulement quelques heures avant la réunion et n'avaient pas eu le temps de préparer la moindre présentation officielle. Beaucoup espéraient que le vieil homme resterait discret, qu'il jouerait un rôle symbolique avant de se retirer. Mais ce qu'ils voyaient, là, contredisait tout. Henri reprenait sa place, non comme un symbole, mais comme un chef. Le malaise se transforma en crispation. On entendit le raclement d'une chaise. Un cadre supérieur se leva, tenta de parler. « Monsieur Lefebvre, permettez-moi de préciser que notre culture d'entreprise
repose sur le dynamisme et la jeunesse. Les remarques que vous avez entendues ne reflètent pas l'esprit général de mes rivales. Henri leva la main. Si, elles le reflètent parfaitement, car le respect ne s'évalue pas dans les communiqués, mais dans les gestes simples. Vous ne pouvez pas prêcher la modernité et oublier l'humanité. L'homme se rassit vaincu. Les respirations étaient désormais audibles. L'air semblait plus dense, plus lourd. Les employés évitaient le regard d'Henri comme s'ils avaient peur qu'il lise en eux. Claire, elle, ne pouvait s'empêcher de le regarder. Elle voyait dans cet homme une force tranquille qu'elle n'avait jamais rencontrée chez les dirigeants modernes. Pas de discours creux, pas de chiffres, seulement une vérité nue. Elle comprit que ce jour-là, Mérival venait de changer, même si personne ne le réalisait encore. Henri reprit la parole plus lentement, presque à voix basse. « Vous avez ri d'un homme que vous croyiez sans importance. Vous avez jugé sur l'apparence sans chercher à comprendre. Je ne retiens pas vos rires, mais je m'en souviendrai. Pas pour punir, mais pour reconstruire. » Il ferma sa serviette et conclut « Ceux qui ne peuvent pas travailler dans une entreprise fondée sur le respect peuvent quitter la salle dès maintenant. » Personne ne bougea. Le silence revint, absolu, presque solennel. Puis Henri s'assit, croisa les mains et fixa calmement le tableau numérique devant lui. Son visage ne trahissait aucune satisfaction. C'était celui d'un homme fatigué, mais décidé à se battre pour quelque chose de plus grand que lui. Au fond de la salle, Claire inspira profondément. Elle savait que son monde venait de basculer. Le bureau brillant, les sourires de façade, les ambitions froides, tout semblait soudain ridicule. Ce vieil homme qu'ils avaient méprisé quelques instants plus tôt venait de rappeler à chacun ce que signifiait réellement travailler. Non pas accumuler des chiffres, mais rester humain. Et dans le silence qui suivit, alors que la lumière matinale filtrait par les grandes vitres, un changement imperceptible se produisit. L'atmosphère n'était plus la même. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un avait osé dire la vérité. Et ce jour-là, dans la salle de réunion de Mérival, la moquerie avait enfin cessé de faire rire. Pendant de longues secondes, personne n'osa bouger. Le silence qui emplissait la salle de réunion de Mérival Technologies avait une densité presque physique. On entendait seulement le bourdonnement discret du projecteur et le cliquetis nerveux d'un stylo qu'un employé faisait tourner entre ses doigts. Tous attendaient que quelque chose se produise, que l'atmosphère retrouve son cours normal. Mais rien n'était normal. Le vieil homme, toujours debout près du tableau numérique, tenait ses documents dans la main gauche. Son visage restait calme, presque bienveillant, mais son regard imposait une autorité silencieuse qui glaçait l'assemblée. La directrice adjointe, Madame Vasseur, semblait paralysée. Elle cherchait visiblement une phrase à dire, un mot pour reprendre le contrôle de la situation, mais aucun ne lui venait. Les cadres supérieurs, d'ordinaire si bavards, gardèrent le nez baissé, feignant de lire leurs notes. Claire observait la scène avec une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie. Le contraste entre l'humiliation qu'ils avaient infligée à cet homme quelques minutes plus tôt et la dignité avec laquelle il se tenait devant eux la bouleversait. Henri Lefebvre, elle avait lu son nom sur la lettre officielle, ne semblait animé d'aucune colère. Au contraire, il dégageait une force tranquille, comme si chaque instant de sa vie l'avait préparé à cet exact moment. Il posa lentement les papiers sur la table, puis prit la parole d'une voix claire. « Mesdames et messieurs, je n'ai pas l'intention de faire un discours. J'ai simplement quelques questions à poser. Le ton n'était pas celui d'un supérieur hiérarchique qui s'impose. C'était celui d'un professeur qui veut comprendre ses élèves. » Il marqua une pause, laissant à chacun le temps de respirer. « Quand vous voyez un homme entrer dans cette salle, qu'observez-vous d'abord? Ses vêtements, son âge ou son rôle dans cette entreprise ?» Aucune réponse ne vint. Quelques têtes se baissèrent. Claire sentit un pincement au cœur. Henri hocha doucement la tête, comme s'il s'y attendait. « C'est bien ce que je pensais. Vous avez regardé, mais vous n'avez pas vu. Vous avez entendu, mais vous n'avez pas écouté. » Il fit quelques pas, contournant lentement la table, ses chaussures frottant doucement sur le parquet. Son regard s'arrêta sur Thomas, qui serrait son téléphone entre ses mains, le visage tendu. « Vous avez ri, » dit-il sans élever la voix. « Et je ne vous en veux pas. Rire est parfois un moyen de fuir l'inconfort. Mais dans ce rire, il y avait du mépris. Et le mépris est une arme. Il détruit d'abord celui qui l'utilise. » Thomas voulut répondre, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Le silence retomba, encore plus lourd. Henri revint vers le centre de la salle. « Ce matin, je ne suis pas venu pour juger. Je suis venu pour comprendre dans quel état d'esprit cette équipe avance.
Ce que j'ai vu m'a suffi. L'esprit de compétition a remplacé celui de la collaboration. L'orgueil a pris la place de la curiosité. Et l'humanité, elle, semble avoir été reléguée à la porte d'entrée. Il s'interrompit un instant, laissant ces mots flotter dans l'air comme une leçon lente et douloureuse. Puis, sans changer de ton, « Ce n'est pas ainsi qu'on bâtit une entreprise durable. On ne construit rien de solide sur le mépris. Vous pouvez faire fortune, oui, mais vous n'aurez bâti qu'un château de verre. » Claire sentit ses yeux s'humidifier. C'était comme si cet homme parlait à travers le temps, non seulement à eux, mais à une génération entière de travailleurs pressés, obsédés par la performance. Henri reprit son dossier, le rangea dans sa serviette et s'assit enfin. Mais au lieu de mettre fin à la réunion, il garda le silence. On aurait dit qu'il attendait une réaction, un geste, un mot. Personne n'osa bouger. L'immobilité devenait insupportable. Finalement, il se leva de nouveau. « Très bien, dit-il. Puisque le silence règne, je vais vous en dire davantage. » Il ouvrit sa serviette, en sortit un dossier bleu marqué du logo officiel du groupe. « La direction générale de Lyon m'a confié une mission claire. Observer cette filiale et prendre les décisions nécessaires pour la remettre sur pied. J'ai accepté, non pas parce que j'ai besoin d'un titre, mais parce que je crois encore que cette entreprise peut retrouver son âme. » Un murmure parcourut la salle. Les mots « prendre les décisions nécessaires » sonnèrent comme une menace, mais son ton restait posé. Certains d'entre vous quitteront Mérival dans les semaines à venir, d'autres auront la chance de participer à sa renaissance. Il marqua une nouvelle pause, puis ajouta « Ceux qui ont oublié ce que signifie travailler avec respect n'ont plus leur place ici. » Cette phrase, dite sans la moindre dureté, eut pourtant l'effet d'un couperet. On entendit des souffles se bloquer, des stylos tomber. Henri ne regardait personne en particulier, mais tout le monde se sentit visé. Madame Vasseur tenta de reprendre la parole. « Monsieur Lefebvre, peut-être pourrions-nous discuter de ces mesures en comité avant… »« Non, madame, coupa-t-il calmement. La discussion aura lieu, mais après l'action. Les mots sont inutiles quand les faits sont déjà clairs. » Un silence tendu suivit. Henri prit la feuille de présence sur la table, y inscrivit quelque chose, puis la fit glisser vers elle. « Je vous demanderai de convoquer les responsables du personnel cet après-midi. Certains noms doivent être examinés sans délai. » On aurait dit que l'air de la pièce s'était vidé de son oxygène. L'atmosphère était à la fois glaciale et brûlante. Personne n'osait lever les yeux. Henri reprit ensuite un ton plus doux. « Ce que j'ai vu ici aujourd'hui n'est pas une exception. C'est le symptôme d'un mal plus profond. Quand une entreprise oublie que derrière chaque chiffre il y a des visages, elle se condamne elle-même. Je ne laisserai pas cela continuer. » Il se tourna vers les grandes fenêtres donnant sur Paris. Le ciel s'était éclairci, un rayon de soleil traversait la vitre, tombant directement sur son épaule. Son profil se détacha dans la lumière. Claire sentit une étrange émotion la gagner. Elle avait l'impression d'assister à quelque chose de rare, un moment où la vérité, pour une fois, n'avait pas besoin de s'imposer par la force. Henri se retourna enfin vers eux. « Vous êtes libre de partir, dit-il. Mais si vous restez, alors il faudra réapprendre à regarder, à écouter et à respecter. Pas seulement ceux au-dessus de vous, mais aussi ceux qu'on ne voit pas. » Personne ne bougea. Ce n'était plus la peur qui retenait les employés, mais une forme de respect instinctif. Pour la première fois, il voyait un dirigeant parler sans masque. Henri referma sa serviette et quitta la salle, sans un mot de plus. Les pas lents du vieil homme résonnèrent sur le sol, chaque son frappant comme une leçon silencieuse. Quand la porte se referma derrière lui, un long soupir collectif s'échappa. Claire posa ses mains sur la table, tremblante. Elle sentait qu'elle ne pouvait pas rester immobile. Quelque chose en elle venait de changer, un fil invisible venait de se rompre. Tandis que les autres se dispersaient, elle resta assise, le regard perdu sur le logo de Mérival projeté sur l'écran. Ce vieil homme, que tous avaient méprisé, venait de rappeler à toute une entreprise ce qu'était la dignité. Et même si personne ne le disait encore à voix haute, chacun savait que le monde qu'ils avaient connu avant cette réunion venait de s'effondrer. Un autre allait commencer, plus humain, plus vrai, et peut-être, pour la première fois, plus juste. La salle resta figée, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Les employés de Mérival Technologies, habitués à des journées réglées à la seconde près, à des présentations chronométrées, à des bilans froidement exécutés, ne savaient plus comment réagir. L'annonce venait de tomber comme un coup de tonnerre dans un ciel trop calme.
Cet homme, que tous avaient pris pour un intrus, un vieil égaré sans importance, était en réalité leur nouveau directeur général intérimaire. L'humiliation qu'il lui avait infligée s'était retournée contre eux avec une force implacable. Henri Lefebvre, toujours debout, rangeait calmement ses papiers dans sa serviette. Chaque geste semblait réfléchi, précis, presque cérémonial. Il ne levait pas la voix, il n'exigeait rien, mais son simple silence suffisait à maintenir l'attention de toute la salle. Ses mains tremblaient légèrement, non de colère, mais de gravité. Il savait que le moment qu'il vivait n'était pas anodin. Ce n'était pas seulement une nomination, c'était une confrontation entre deux visions du travail, deux époques, deux humanités. Claire observait sans bouger. Son esprit, d'ordinaire si rationnel, était envahi par un mélange d'émotions et de honte. Elle se souvenait de la première fois où elle avait vu Henri entrer, du murmure qui avait parcouru la salle, des rires étouffés. Elle aussi s'était tue. Elle n'avait pas participé, mais son silence l'avait rendue complice. À présent, elle ressentait le poids de ce silence comme un fardeau. « Monsieur Lefebvre », balbutia enfin Madame Vasseur, essayant de reprendre une posture professionnelle, « peut-être pourriez-vous expliquer cette situation ?» Nous ne savions pas que la direction avait déjà pris sa décision. Henri leva les yeux vers elle. Il n'y avait ni reproche ni mépris dans son regard, mais une lucidité tranquille. « Je comprends votre surprise, madame, dit-il, mais la décision ne date pas d'hier. Le conseil d'administration de Lyon m'a contacté il y a 3 semaines. Ils m'ont demandé de revenir pour une mission temporaire. J'ai accepté à une seule condition, pouvoir venir ici incognito pour voir de mes propres yeux l'état réel de cette filiale. » Il fit une courte pause, le temps de laisser les mots s'imprimer dans les esprits. « J'ai donc demandé qu'aucune annonce ne soit faite avant ce matin. Je voulais observer, pas en tant que directeur, mais en tant qu'homme. Et ce que j'ai vu, mesdames et messieurs, m'a profondément attristé. » Les visages se crispèrent. Henri posa sa main sur la table. « Ce n'est pas la compétence qui manque ici, ni l'intelligence. Ce qui manque, c'est le respect. Le respect des autres, le respect du travail, le respect de soi-même. » Le ton n'était pas accusateur, mais la vérité qu'il portait perçait comme une lame. Chaque mot tombait avec le poids d'une évidence. Thomas, qui jusqu'alors n'avait pas osé lever les yeux, se sentit obligé d'intervenir. « Monsieur Lefebvre, je vous présente nos excuses, vraiment. Personne ne voulait, disons, nous ne savions pas qui vous étiez. » Henri tourna vers lui un regard calme. « C'est précisément cela, répondit-il doucement. Vous ne saviez pas qui j'étais, et cela vous a suffi pour rire. Cela prouve que votre jugement dépend de l'apparence, pas du contenu. » Thomas se tut aussitôt, ses mains moites serrées sur le bord de la table. Henri fit quelques pas vers la fenêtre, observa la ville qui s'étendait sous eux, les toits de Paris, les reflets des voitures sur les avenues. Puis il se retourna vers l'assistance. « Je ne suis pas venu pour me venger. Je ne suis pas venu pour vous humilier à mon tour, mais je suis venu pour changer les choses. Et cela commencera aujourd'hui. » Un murmure parcourut la salle. On sentait dans ses paroles non pas une menace, mais une promesse. Claire sentit quelque chose se briser en elle, une sorte de carapace invisible faite de cynisme et de peur. C'était comme si les murs froids de cette entreprise, construits sur la compétition et la méfiance, commençaient à se fissurer. Henri posa sa serviette sur la table et sortit un nouveau dossier. « Voici les directives envoyées par Lyon. Elles confirment ma nomination et précisent le cadre de mon intervention. À partir d'aujourd'hui, je suis chargé d'auditer le fonctionnement interne de Merival Paris et de rétablir les valeurs fondamentales de l'entreprise. » Il tendit les documents à Madame Vasseur, qui les prit avec des mains tremblantes. Elle lut rapidement, son visage passant de la surprise à la résignation. Les tampons officiels, les signatures, tout était en ordre. « Et pour commencer, reprit Henri, je souhaite rétablir une chose essentielle, la responsabilité individuelle. Ceux qui se sont comportés de manière irrespectueuse ce matin devront en répondre. Pas parce que je veux des coupables, mais parce qu'on ne peut pas reconstruire sur le mensonge et la lâcheté. » Un silence glacial tomba. Chacun savait qu'il parlait des rires, des moqueries, des regards méprisants. Claire sentit son cœur battre plus vite. Henri s'approcha du tableau numérique, prit un marqueur et écrivit en lettres capitales « Valeurs humaines, dignité ». Puis il posa le marqueur et se retourna. « Ce n'est pas une idée abstraite. C'est la base même de ce que j'ai voulu créer quand Merival est né. Je l'ai construite pour donner une place à chaque voix,
pas pour fabriquer des hiérarchies d'arrogance. Il se tut un instant, comme si les souvenirs le traversaient. J'ai quitté cette entreprise il y a 20 ans, parce que je ne reconnaissais plus son âme. Aujourd'hui, je veux la retrouver, avant qu'il ne soit trop tard. Ces mots frappèrent Claire de plein fouet. Pour la première fois, elle sentit une chaleur humaine dans cette salle d'habitude si froide. Ce n'était plus une réunion, c'était une confession collective. Chacun prenait conscience de ce qu'il avait fait ou laissé faire. Henri reprit, d'un ton plus doux. « J'ai connu la pauvreté avant tout cela. J'ai travaillé dans un atelier où personne ne me regardait jamais dans les yeux. Je sais ce que c'est que d'être invisible. Et je n'accepterai jamais que, dans une entreprise que j'ai aidé à bâtir, quelqu'un soit traité de la sorte. » Il regarda la salle, lentement, visage après visage. À partir de maintenant, les promotions, les décisions, les partenariats ne se feront plus selon les apparences ni les relations, mais selon le mérite et la dignité. Personne ne parla. Certains avaient les yeux humides, d'autres tentaient de garder contenance. Même Thomas, d'habitude si hautain, semblait diminuer. Henri conclut calmement. « Vous avez le choix. Vous pouvez continuer à faire semblant, à rire, à juger, ou bien vous pouvez changer aujourd'hui, ici même. Je ne vous forcerai pas, mais je saurai qui est prêt à avancer avec moi. » Il reprit sa serviette, la referma avec soin et ajouta d'un ton apaisé. « Maintenant, commençons le vrai travail. » Il retourna s'asseoir, et dans la salle, on entendit seulement le bruit d'un souffle collectif. L'humiliation du matin s'était transformée en une leçon. Ce vieil homme que tous avaient méprisé venait de redonner à chacun un miroir, et dans ce reflet, il ne voyait plus un supérieur ou un collègue, il voyait un être humain. La réunion reprit, mais plus rien ne serait jamais comme avant. L'écho de ces mots résonnait encore, tel un rappel silencieux que le respect, une fois perdu, doit être reconquis par la vérité et le courage. La réunion semblait toucher à sa fin, mais personne n'osait encore bouger. Le silence s'était transformé en une sorte de tension suspendue, presque électrique. Les employés de Merrival Technologies, d'habitude si prompts à commenter, plaisanter ou s'agiter, restaient immobiles sur leur siège, incapables de soutenir le regard de celui qu'ils avaient méprisé quelques minutes plus tôt. La voix d'Henri Lefebvre résonnait encore dans la salle, comme une présence silencieuse qui continuait à imposer le respect. Il resta debout près de la table principale, observant chacun d'eux. Son visage n'exprimait ni colère ni satisfaction, seulement une forme de déception calme. C'était cette sérénité même qui rendait la scène plus lourde encore. Il n'avait pas besoin d'élever la voix pour dominer la pièce. Sa simple posture suffisait à rappeler à tous que quelque chose de profond venait de se passer. « Je n'ai pas de rancune, dit-il finalement, mais j'ai une responsabilité. Et cette responsabilité, je la prendrai, quelle qu'en soit la conséquence. » Ces mots, prononcés sans emphase, tombaient avec la précision d'une sentence. Il se tourna vers Madame Vasseur, qui essayait encore de se reprendre. Elle esquissa un sourire professionnel, mais ses mains tremblaient légèrement. « Monsieur Lefebvre, dit-elle d'une voix douce, nous comprenons votre position. Peut-être serait-il préférable de convoquer une nouvelle réunion avec le conseil d'administration local avant toute mesure concrète. » Henri la fixa quelques secondes avant de répondre. « Je vous remercie, madame, mais il n'y aura pas d'autre réunion avant que certaines décisions soient prises. Ce matin a suffi pour révéler des comportements qui ne peuvent plus être tolérés. » Un murmure parcourut la salle. Les visages s'échangèrent des regards inquiets. Henri sortit une liste pliée en 3 de sa serviette et la posa sur la table. Cette feuille contient les noms des personnes dont la conduite, depuis plusieurs mois, a fait l'objet de plaintes internes ignorées ou dissimulées. Le siège de Lyon m'a chargé d'enquêter. J'ai consulté les dossiers hier soir. Ce matin, j'ai simplement confirmé ce que je craignais. La culture du mépris s'est installée ici, comme une habitude. Il ouvrit la feuille, la parcourut du regard, puis dit avec calme « À partir d'aujourd'hui, les responsables directs de ces dérives seront suspendus de leurs fonctions, dans l'attente d'une réévaluation complète de leur dossier. » La phrase tomba comme une détonation silencieuse. Personne ne s'attendait à ce que l'action soit aussi immédiate. Thomas pâlit. Julie écarquilla les yeux. Madame Vasseur voulut protester, mais Henri leva légèrement la main. « Vous savez très bien, madame, que ces comportements ne sont pas nouveaux. Les rapports internes dorment dans vos tiroirs depuis des mois. Aujourd'hui, ils verront enfin la lumière. » La directrice baissa la tête, vaincue.
Henri s'assit lentement. Il prit un stylo et signa une série de documents, les uns après les autres, sans précipitation. Chaque signature semblait rétablir un fragment d'ordre dans le chaos moral de l'entreprise. Puis il posa le stylo et releva la tête. « Je ne licencie pas des gens. Je restaure une cohérence. Ce qui s'est passé ce matin n'est pas un accident. C'est le symptôme d'un système malade, d'une arrogance devenue invisible à force d'être acceptée. » Ses yeux se tournèrent vers Claire. Il remarqua sa tension, la sincérité dans son regard. Elle se sentit observée, mais cette fois sans peur. Il y avait dans ce regard quelque chose de paternel, une reconnaissance silencieuse. « Vous, mademoiselle, Claire, n'est-ce pas ?» dit-il. « Vous n'avez pas ri, mais vous n'avez rien dit non plus. Pourquoi ?» Claire sentit son cœur s'arrêter une seconde. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle déglutit, incapable de parler pendant quelques instants. Puis, d'une voix tremblante mais sincère, « J'avais honte, monsieur, honte de ce que j'entendais, et honte de ne pas avoir eu le courage d'intervenir. » Un léger sourire passa sur le visage d'Henri. « Vous venez de le faire. C'est un bon début. » Le changement commence toujours par un mot sincère. Il se leva et fit lentement le tour de la table, s'arrêtant derrière les fauteuils. « Je ne demande pas à chacun ici d'être parfait. Je demande simplement que vous soyez humain, que vous retrouviez le sens de ce que signifie travailler ensemble, que vous cessiez de voir vos collègues comme des concurrents et vos supérieurs comme des cibles à impressionner. » Il s'arrêta derrière Thomas, qui gardait le regard fixé sur la table. « Monsieur Lemoine, dit-il, votre talent est indéniable. Vos chiffres en marketing sont excellents, mais votre arrogance détruit votre équipe. À partir d'aujourd'hui, vous êtes relevé de vos fonctions de chef de département. Vous resterez dans l'entreprise, mais sous la supervision d'un coordinateur. » Thomas leva enfin les yeux, choqué, prêt à répliquer. « Vous ne pouvez pas. »« Si, je peux, » coupa calmement Henri. « Et je le dois. Vous aurez l'occasion de prouver que vous pouvez travailler autrement. Si vous le faites, vous regagnerez ma confiance. » Thomas se tut. L'humiliation était vive, mais elle ne venait plus du mépris. Elle venait du contraste entre la justesse du ton et la vérité du reproche. Henri reprit son tour, s'arrêtant devant la grande vitre qui donnait sur la ville. Paris change chaque jour. Les entreprises changent aussi. Mais il y a une chose qui ne devrait jamais changer. La dignité des gens. Vous l'avez oublié ici. C'est pourquoi je suis revenu. Les mots étaient simples, mais ils frappaient comme un marteau. Aucun slogan publicitaire, aucune stratégie ne pouvait rivaliser avec cette authenticité. Il reprit place à la table et ajouta d'une voix basse « Certains d'entre vous pensent peut-être que je suis venu imposer ma volonté. Ce n'est pas le cas. Je suis venu rappeler une vérité. Merival a été fondé sur la confiance. Ce matin, j'ai vu des visages marqués par la peur, par le cynisme. Cela ne peut plus durer. Je ne punis pas des individus. Je soigne une entreprise. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Tout ce qu'il disait sonnait juste. Dans son esprit, elle voyait les scènes quotidiennes qu'elle avait endurées, les remarques humiliantes, les promotions truquées, les réunions où la valeur d'un employé se mesurait à la coupe de son costume. Tout cela lui paraissait soudain dérisoire. Henri conclut « Aujourd'hui marque le début d'une reconstruction. Certains partiront, d'autres resteront. Mais tous devront comprendre qu'aucun progrès durable ne se construit sur l'humiliation d'un autre. Si vous n'êtes pas prêt à accepter cela, vous êtes libre de quitter Merival. » Il se leva de nouveau, prit sa serviette et la referma d'un geste ferme. « Quant à moi, je serai là, chaque jour, jusqu'à ce que cette maison retrouve la valeur qu'elle a perdue. » Il marcha vers la porte. À chaque pas, on entendait le cuir de ses chaussures résonner contre le sol. Personne ne parla. Lorsqu'il atteignit le seuil, il s'arrêta un instant et se tourna vers eux. « Vous avez ri de moi ce matin, » dit-il simplement. « Ce soir, riez si vous le souhaitez encore. Mais demain, souvenez-vous de ce que vous avez appris aujourd'hui, car ce n'est pas un vieil homme que vous avez humilié, c'est la mémoire même de votre entreprise. » Et il sortit. La porte se referma doucement derrière lui, laissant dans la salle un silence que personne n'osa rompre. Claire sentit les larmes couler sur ses joues sans chercher à les retenir. Elle comprit alors qu'un nouveau chapitre venait de s'ouvrir, non seulement pour Merival, mais aussi pour elle. Ce matin, un homme avait redonné un sens au mot « travail », et plus rien, désormais, ne pourrait effacer cette leçon. Lorsque la porte se referma derrière Henri Lefebvre, un silence lourd demeura suspendu dans la salle de réunion. Les employés restaient assis, incapables de bouger,
comme si le moindre geste risquait de briser une vérité fragile qui venait d'être révélée. Le bruit du pas du vieil homme s'éloignant dans le couloir résonnait encore dans les esprits, plus fort que n'importe quelle réprimande. Puis, lentement, les conversations reprirent, d'abord en murmures hésitants, puis en chuchotements plus clairs, pleins de nervosité. Thomas se leva le premier, ajustant sa veste d'un air irrité. « Ce n'est pas possible, dit-il à voix basse. On ne peut pas nous traiter comme ça. Il débarque, il fait son numéro moral, et on devrait accepter tout ça sans rien dire ?» Personne ne répondit. Le ton de Thomas sonnait creux, presque pathétique après ce qu'il venait de vivre. Les autres baissaient les yeux, fuyant sa colère. Même Julie, d'habitude toujours à ses côtés, semblait l'éviter. Elle avait le visage pâle, les lèvres serrées, comme si elle craignait qu'un mot de plus ne la condamne. Claire, elle, ne bougeait pas. Elle avait gardé les mains croisées sur la table, les yeux fixés sur le dossier vide qu'elle avait devant elle. Les phrases d'Henri résonnaient encore dans sa tête. Le silence est souvent le premier refuge quand le courage manque. Ces mots l'avaient transpercée. Depuis qu'elle travaillait ici, elle avait tout supporté sans broncher. Les remarques, les humiliations à demi-mot, les injustices. Elle avait choisi la discrétion, persuadée qu'il fallait s'adapter pour survivre. Mais ce matin-là, quelque chose s'était brisé en elle. Quand la salle commença à se vider, elle se leva lentement et suivit le couloir vers l'ascenseur. Elle hésitait. Devait-elle aller le voir? Devait-elle simplement rentrer à son poste, comme si de rien n'était? La logique lui disait d'attendre, mais son instinct refusait de se taire. Elle sentit que si elle ne faisait rien, si elle laissait passer ce moment, elle regretterait toute sa vie. Elle prit une grande inspiration et quitta l'étage des conférences. Dans le hall, Henri marchait lentement vers les ascenseurs, sa serviette à la main. Il semblait absorbé dans ses pensées. Claire accéléra le pas et l'appela timidement. « Monsieur Lefebvre !» Il se retourna. Son regard, fatigué mais attentif, se posa sur elle. « Oui, mademoiselle Moreau, c'est bien cela ?»« Oui, » répondit-elle. « Je voulais simplement m'excuser. » Henri la fixa un instant, puis hocha la tête doucement. « Vous n'avez pas à le faire si vous n'avez rien à vous reprocher. »« Justement, » dit-elle, « c'est ça le problème. J'aurais dû dire quelque chose. Quand j'ai vu comment tout le monde vous regardait, je n'ai rien dit. J'ai eu peur et j'ai honte. » Il la regarda en silence. L'ascenseur s'ouvrit derrière lui, mais il ne bougea pas. « Vous avez eu peur, dit-il enfin, et pourtant vous êtes venu me parler. Vous ne savez pas à quel point c'est rare. Je ne veux pas que mes rivales restent comme ça, ajouta-t-elle. Tout le monde ici pense que se taire, c'est être prudent. Mais en réalité, on se détruit. » Henri esquissa un sourire discret. « Vous êtes plus lucide que beaucoup de dirigeants que j'ai connus. Je veux aider, dit-elle soudain. Si vous allez vraiment changer les choses, je veux participer. » Il la dévisagea longuement, comme s'il pesait la sincérité de ses paroles. « Vous êtes prête à supporter les conséquences ?» demanda-t-il. « Parce qu'il y en aura. Les gens n'aiment pas qu'on change leurs habitudes, surtout quand ces habitudes leur donnent du pouvoir. »« Oui, » répondit-elle sans hésiter. Henri tendit la main. « Alors venez me voir demain matin, 8 heures. Nous parlerons du futur. » Claire serra sa main. Elle sentit une chaleur étrange, une énergie nouvelle. Ce n'était pas de la naïveté, ni de la révolte, mais une forme de certitude calme. Elle savait désormais ce qu'elle devait faire. Le lendemain, elle arriva avant l'heure. La lumière du jour perçait à peine les grandes baies vitrées du siège parisien. Dans le bureau temporaire qu'on avait attribué à Henri, elle trouva l'homme déjà au travail, entouré de piles de dossiers. Il leva les yeux et sourit. « Vous êtes ponctuel. C'est rare ici. »« J'avais hâte, » répondit-elle. Il lui désigna une chaise. « Très bien. Parlons de ce que vous avez vu. Pas ce matin seulement, mais ces dernières années. Dites-moi comment cette maison a perdu son âme. » Alors, pour la première fois, Claire parla. Elle parla sans peur, sans filtre. Des humiliations lors des réunions, des idées volées, des employés licenciés pour avoir osé parler. Elle parla de la peur qui régnait, du cynisme, de cette manière qu'avait l'entreprise de transformer les gens en silhouettes interchangeables. Henri l'écoutait sans interrompre, notant parfois quelques mots dans un carnet. Quand elle eut fini, il resta un moment silencieux. « Ce que vous décrivez, dit-il, n'est pas propre à mes rivales. C'est le reflet de ce que devient le travail quand on oublie qu'il est humain avant d'être rentable. » Il se leva, alla vers la fenêtre, regarda Paris. « Vous savez pourquoi j'ai accepté de revenir ?
parce que je me souvenais de ce que cette entreprise représentait à ses débuts. Nous étions peu nombreux, mais nous étions une famille. Les décisions se prenaient autour d'une table en bois, pas dans des graphiques. Et chaque fois que quelqu'un souffrait, on s'arrêtait pour comprendre pourquoi. Aujourd'hui, tout cela semble naïf, mais c'était réel. Claire resta silencieuse. Elle sentait dans sa voix une mélancolie profonde. Henri se retourna et la fixa. « Vous m'avez dit hier que vous vouliez aider. Êtes-vous prête à entendre des vérités qui dérangent? » « Oui, très bien. Alors voici la première. Pour reconstruire, il faudra d'abord détruire. Pas les gens, mais les faux repères. Il faudra briser les hiérarchies de peur, mettre fin aux clans, exposer les injustices. Et vous, Claire, vous serez au centre de cela. » Elle le regarda, stupéfaite. « Moi? Vous serez mon observatrice. Vous irez dans les départements, parlerez aux équipes, noterez tout ce que vous voyez et entendez. Pas pour espionner, mais pour comprendre. Je veux savoir ce que ressentent ceux qu'on n'écoute jamais. » Elle hocha la tête, submergée. « Je le ferai. Vous le ferez bien, j'en suis sûr. » Henri sourit, puis ajouta « Vous savez, mademoiselle Moreau, ce que vous avez fait hier en venant me parler, c'est peut-être la plus belle chose que quelqu'un ait faite ici depuis longtemps. » Il retourna à son bureau et reprit son stylo. « Revenez demain à la même heure. Et souvenez-vous, le courage commence par un mot, mais il se prouve par des actes. » Claire sortit du bureau en silence. Le couloir semblait plus lumineux, l'air plus léger. Pour la première fois depuis des années, elle ressentait une fierté simple, celle d'avoir choisi le bon côté. En marchant vers l'ascenseur, elle savait que la route serait longue, difficile, pleine de résistance. Mais quelque chose de nouveau venait de naître, quelque chose qu'aucun plan marketing ne pourrait imiter, une conscience. Et au fond d'elle, elle entendait encore la voix d'Henri, grave et calme. On ne reconstruit rien de durable sans dignité. Ce matin-là, dans le tumulte silencieux de Paris, Claire comprit que la dignité pouvait parfois commencer par un simple geste, celui de ne plus se taire. Les jours qui suivirent cette réunion marquèrent un tournant silencieux mais profond pour Merival Technologies. L'atmosphère, d'ordinaire rythmée par les cliquetis des claviers et les conversations rapides autour de la machine à café, semblait s'être figée dans une sorte d'attente nerveuse. Chacun mesurait ses gestes, pesait ses mots. Le nom d'Henri Lefebvre circulait dans les couloirs comme celui d'une présence invisible, à la fois redoutée et respectée. Les employés parlaient au bas, craignant que leurs propos ne soient entendus. Ce n'était pas la peur d'une sanction, mais celle, plus insidieuse, de devoir affronter leurs propres fautes. Henri passait ses journées à parcourir les étages, sans escorte, saluant les employés par leur prénom lorsqu'ils le connaissaient, observant les interactions, notant des détails dans un carnet noir. Il ne demandait pas de rapport chiffré, ni de présentation PowerPoint. Il voulait comprendre les gens, pas les statistiques. Son regard tranquille, posé sur les moindres gestes, suffisait à imposer une sorte de discipline morale. Claire, de son côté, s'était engagée dans sa nouvelle mission avec une énergie qu'elle ne se connaissait pas. Elle suivait Henri dans certains départements où y allait seule sur ses instructions. Elle parlait avec les secrétaires, les techniciens, les stagiaires. Elle posait des questions simples. Comment ils se sentaient, ce qu'ils pensaient de leur travail, de leurs supérieurs, de l'ambiance générale. Peu à peu, les langues se délièrent. Ce qu'elle découvrit la bouleversa. Sous le vernis brillant de l'efficacité, Merival cachait un réseau d'abus silencieux. Il y avait des employés mis à l'écart pour avoir dénoncé une injustice, des femmes harcelées verbalement par des cadres qui restaient intouchables, des stagiaires contraints de faire des heures supplémentaires non payées, des employés anciens relégués à des tâches mineures pour laisser la place aux jeunes. Plus elle écoutait, plus elle comprenait que la moquerie du premier jour n'était pas un accident. C'était le reflet d'un système entier. Chaque soir, elle remettait à Henri un rapport détaillé. Il lisait attentivement, sans jamais s'interrompre. Puis il posait ses lunettes sur la table et restait silencieux un moment, comme s'il cherchait les mots justes. « Ce n'est pas une entreprise malade, disait-il. C'est une entreprise qui a oublié qu'elle était vivante. Quand une structure perd le sens de la justice, elle pourrit de l'intérieur. Mais elle peut guérir si on agit vite. » Il avait commencé à mettre en place des mesures concrètes. Il créa un comité d'éthique et de conduite professionnelle, indépendant de la direction. Il demanda à Claire d'en faire partie malgré son jeune âge. Elle hésita, mais il insista. « Vous êtes la seule ici qui a parlé sans calcul. C'est exactement ce qu'il faut. »
Le comité devait recevoir des témoignages anonymes, protéger les employés, enquêter sur les pratiques internes. Le premier jour, la boîte mail créée à cet effet reçut plus de 200 messages. Certains racontaient des années de frustration accumulées, d'autres des histoires de souffrance presque invisibles. Henri lut tout. Il voulait connaître la vérité entière, aussi douloureuse soit-elle. Une semaine plus tard, il convoqua une réunion exceptionnelle dans la même salle où tout avait commencé. Cette fois, l'atmosphère était différente. Il n'y avait ni rire, ni murmure. Les gens attendaient avec une curiosité mêlée d'appréhension. Henri entra, accompagné de Claire et de 2 membres du comité. Il posa sa serviette sur la table, comme la première fois, mais son regard était plus grave encore. « Nous avons lu, dit-il d'une voix calme, ce que vous avez eu le courage de nous écrire. Et je veux vous dire une chose, vous avez bien fait. La vérité, même lorsqu'elle blesse, est la seule base solide sur laquelle on puisse reconstruire. » Il marqua une pause, laissant le silence s'installer. « Ce que j'ai découvert dépasse tout ce que j'imaginais. Dans cette entreprise, des talents sont ignorés, des injustices se répètent, et la peur a remplacé la confiance. Cela ne peut plus durer. À partir d'aujourd'hui, tout le système de gestion du personnel sera révisé. » Des regards se croisèrent. On percevait à la fois de l'espoir et de la crainte. Certains cadres baissaient les yeux, d'autres semblaient défier intérieurement son autorité. Henri poursuivit, imperturbable. « Je sais que ces changements ne plairont pas à tout le monde. Les privilèges seront remis en question. Les comportements toxiques seront sanctionnés. Mais si Merival veut continuer à exister, elle doit redevenir un lieu où chacun se sent digne. » Il sortit une série de feuilles et les tendit à Claire qui les distribua au présent. Il s'agissait de nouvelles directives internes, transparence totale des promotions, suppression des bonus individuels pour les cadres responsables de plus de 3 plaintes internes, audit de comportement trimestriel, réévaluation des salaires des employés sous-payés. L'ordre était clair. Rétablir l'équité à tous les niveaux. Après la réunion, le bâtiment entier semblait différent. Dans les couloirs, les conversations étaient plus sérieuses, les regards plus prudents. Certains se réjouissaient du changement, d'autres murmuraient leur mécontentement. Mais personne ne pouvait nier que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Le soir, Claire resta tard au bureau. En traversant les étages vides, elle pensa à la manière dont tout cela avait commencé. Un vieil homme entrant dans une salle, des rires, un silence, puis une vérité. Ce simple événement avait tout déclenché. Elle s'arrêta devant la grande fenêtre du 6e étage. La nuit recouvrait Paris d'un voile tranquille et les lumières de la ville semblaient palpiter comme un cœur. Henri arriva peu après, silencieux comme toujours. « Vous travaillez encore ?» demanda-t-il. « J'essayais de mettre à jour les dossiers des employés concernés par les plaintes. » Il sourit. « Vous prenez tout cela trop à cœur. Vous finirez par vous épuiser. »« Ce n'est pas du travail, » répondit-elle doucement. « C'est de la réparation. » Henri s'approcha de la fenêtre. « C'est exactement cela. Nous réparons ce qui a été brisé, pas seulement dans les procédures, mais dans les âmes. » Il resta quelques instants silencieux, observant la ville. « Vous savez, dit-il, les entreprises ressemblent souvent aux gens qui les dirigent. Quand la direction perd la foi en l'humain, tout s'effondre. C'est pourquoi nous devons rester vigilants. Même moi. Surtout moi. » Claire hocha la tête. Elle sentait une admiration profonde pour cet homme, mais aussi une responsabilité nouvelle pesait sur ses épaules. Elle comprit que ce qu'il faisait n'était pas seulement une réforme, c'était une renaissance morale. Les semaines passèrent, le comité d'éthique devint un organe respecté. Des anciens employés revinrent, encouragés par le nouveau climat. Henri tenait parole. Il écoutait, décidait, mais ne jugeait jamais sans comprendre. Il savait que la justice véritable ne se mesure pas en sanctions, mais en transformation. Un soir, alors que le bâtiment se vidait, Claire trouva sur son bureau une lettre signée de sa main. « Mademoiselle Moreau, votre implication dans la reconstruction de Merival est exemplaire. Vous incarnez l'esprit que cette entreprise avait perdu. À partir d'aujourd'hui, vous êtes officiellement membre de la direction du comité d'intégrité. Continuez à croire que la bonté est une force. » H. Lefebvre. Elle lut la lettre plusieurs fois, émue. À cet instant, elle comprit que le changement qu'ils avaient initié n'était plus seulement un projet d'entreprise, c'était un combat pour redonner une âme à un lieu qu'il avait perdu. Dans le reflet de la vitre, elle vit son propre visage, plus sûr, plus déterminé.
Le vieux monde de Mérival s'effaçait doucement, remplacé par un autre, bâti sur la vérité, le courage et la décence. Et tout avait commencé par un rire, transformé en leçon. Au fur et à mesure que les semaines passaient, la présence d'Henri Lefebvre s'imposait comme une force tranquille, presque invisible, mais profondément ressentie. Le siège parisien de Mérival Technologies, autrefois lieu de rivalité mesquine et d'arrogance bien habillée, semblait lentement retrouver un souffle humain. Les réunions se faisaient plus sobres, les rapports plus honnêtes, les visages moins fermés. Pourtant, derrière cette transformation apparente, un mystère continuait de planer autour du vieil homme. Qui était-il vraiment, cet homme que personne n'avait vu venir, qui connaissait le nom de presque tous les employés sans jamais avoir consulté une base de données? Pourquoi la direction de Lyon lui faisait-elle une confiance absolue? Et surtout, pourquoi avait-il choisi de revenir après tant d'années d'absence? Claire, désormais membre du comité d'intégrité, se posait ces questions chaque jour. Elle admirait Henri, mais plus elle travaillait à ses côtés, plus elle percevait en lui quelque chose de douloureux, un poids intérieur qu'il ne laissait transparaître que dans de rares moments de silence. Parfois, elle le surprenait dans son bureau, le regard perdu vers les toits de Paris, une photographie ancienne posée sur son bureau, à moitié dissimulée sous des documents. Un jour n'y tenant plus, elle décida de demander. « Monsieur Lefebvre, dit-elle avec prudence, puis-je vous poser une question personnelle ?» Il leva les yeux, esquissa un sourire léger. « Vous pouvez, mais je ne promets pas d'y répondre. Pourquoi êtes-vous revenu ? Je veux dire, vraiment revenu. » Il resta silencieux, fixant la photo qu'il avait laissée à découvert. Sur l'image jaunie, un groupe de jeunes hommes et de femmes souriait devant un petit atelier. Le logo peint à la main sur le mur derrière eux indiquait « Mérival, 1984 ». Henri prit la photo dans sa main, la caressa du bout des doigts, puis la reposa lentement. « Parce que c'est ici que tout a commencé, dit-il, et parce que c'est aussi ici que tout s'est perdu. » Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et continua d'une voix douce. « J'ai fondé cette entreprise il y a 40 ans avec 4 amis. Nous n'avions rien, pas même un vrai bureau. Nous travaillions dans un garage à Lyon. Nous étions jeunes, fous, pleins d'idées et de principes. L'un de ces principes était simple. Jamais un employé ne devrait avoir honte de venir travailler. C'était notre règle d'or. Pendant des années, nous avons tenu cette promesse. Puis la société a grandi, les investisseurs sont arrivés, les ambitions aussi, et lentement la vision s'est déformée. Le profit a remplacé la passion. La hiérarchie a remplacé la confiance. Claire l'écoutait sans l'interrompre. Sa voix n'était pas celle d'un vieil homme amer, mais celle d'un témoin lucide. « Et vous ?» demanda-t-elle. « Pourquoi êtes-vous parti ?»« Parce que j'ai échoué, » répondit-il simplement. « J'ai voulu m'opposer à certaines décisions. J'ai refusé des contrats douteux, des partenariats risqués. Alors on m'a écarté. Officiellement, j'ai pris ma retraite anticipée pour des raisons de santé. En vérité, j'étais fatigué de me battre contre ce que j'avais contribué à créer. » Il se tut, le regard toujours tourné vers la ville. « Pendant des années, j'ai vécu loin de tout cela. Je pensais que quelqu'un finirait par corriger le tir. Mais plus je regardais ce qu'était devenu Mérival, plus je voyais qu'elle n'était plus qu'une coquille vide, un empire sans âme. Alors quand Lyon m'a rappelé, j'ai accepté. Pas pour le pouvoir, pour la rédemption. » Ces mots frappèrent Claire comme une révélation. Elle comprenait enfin cette tristesse tranquille qu'il portait en lui. Il ne cherchait pas à diriger, mais à réparer. Cependant, dans les couloirs de Mérival, tout le monde n'accueillait pas ce retour avec bienveillance. Certains cadres, attachés à leurs privilèges, voyaient dans les réformes d'Henri une menace directe. Des réunions secrètes avaient lieu, des murmures circulaient. On parlait de contacts avec Lyon, de lettres envoyées pour contester sa légitimité. Un petit groupe, mené par Thomas Lemoine, cherchait à rallier les mécontents. « Cet homme joue au prophète », disait Thomas lors d'une réunion confidentielle. « Il détruit nos départements, bouleverse nos structures, prétend sauver l'entreprise alors qu'il la mène au chaos. Il faut agir avant qu'il ne nous fasse tous tomber. » Mais malgré les murmures, personne n'osait l'affronter ouvertement. L'aura d'Henri, sa droiture et son calme rendaient toute opposition délicate. Claire, de son côté, voyait bien que quelque chose se tramait. Elle remarquait les regards fuyants, les réunions improvisées, les conversations qui s'interrompaient lorsqu'elle approchait. Un soir, alors qu'elle travaillait tard, elle entendit des voix provenant de la salle de repos. Curieuse, elle s'approcha discrètement.
Thomas parlait avec 2 autres cadres, le ton bas mais ferme. « Lyon ne le soutiendra pas éternellement, disait-il. Il est là temporairement. Si on prouve qu'il met l'entreprise en danger, ils le retireront. » « Et comment comptes-tu prouver cela ?» demanda un autre. « En le poussant à commettre une erreur. » Claire sentit un frisson la traverser. Elle savait qu'Henri n'était pas naïf, mais elle craignait qu'il sous-estime la rancune de ceux qui l'avaient écarté. Le lendemain matin, elle entra dans son bureau plus déterminée que jamais. « Monsieur Lefebvre, je crois que certains essaient de vous faire tomber. » Il leva les yeux de ses dossiers, sans surprise. « Je le sais. Et vous aussi, vous devez savoir que cela arrive toujours, quand on essaie de faire ce qui est juste. Mais vous devriez vous protéger davantage, insista-t-elle. Henri esquissa un sourire fatigué. Si je commence à me protéger, je deviendrai comme eux. Et alors tout ce que nous avons fait n'aura servi à rien. Il prit son carnet et ajouta calmement. Continuez à observer. Si vous entendez quelque chose d'important, ne me le cachez pas. Cette confiance la toucha profondément. Elle sentit qu'elle avait désormais un rôle essentiel, presque vital. Elle savait que les jours à venir seraient décisifs. Dans les semaines suivantes, les tensions internes montèrent. Les premiers audits menés par le comité d'éthique révélèrent des irrégularités majeures. Détournement de fonds, promotions injustifiées, contrats opaques. Henri exigea des explications, suspendit plusieurs cadres et provoqua la fureur de ceux qui s'étaient crus intouchables. Loin d'être abattu, il paraissait plus déterminé que jamais. Mais à mesure qu'il avançait, son visage trahissait une fatigue croissante. Claire le voyait parfois trembler légèrement lorsqu'il signait des documents ou s'asseoir brusquement après une longue journée. Un soir, alors qu'elle lui apportait des rapports, elle le trouva assis, la main sur la poitrine. « Monsieur Lefebvre, vous allez bien ?» Il la regarda avec un sourire pâle. « Juste un peu de fatigue. Ce n'est rien. » Elle voulut insister, mais il la coupa. « J'ai survécu à pire, Claire. Et puis j'ai encore trop à faire pour tomber maintenant. » Ce soir-là, elle comprit à quel point il s'était donné corps et âme à cette mission. Ce n'était pas seulement une réforme professionnelle, c'était un acte de foi. Quelques jours plus tard, elle découvrit par hasard, dans un vieux dossier du service des archives, une série de lettres échangées entre les fondateurs de Mérival. La dernière, datée de 20 ans plus tôt, portait la signature d'Henri et ces mots. « Si un jour je dois revenir, ce sera pour rendre à Mérival ce que nous lui avons pris, son humanité. » Elle resta longtemps à contempler cette phrase. Le passé d'Henri n'était plus un mystère. Il n'était pas seulement un dirigeant revenu de la retraite. Il était le gardien d'une promesse faite à lui-même, à ses anciens amis, et à une idée du travail que le monde moderne avait presque oublié. Et désormais, cette promesse n'était plus seulement la sienne. Claire sentait qu'elle en portait une part aussi, une flamme fragile mais nécessaire, capable de changer le destin d'une entreprise, et peut-être un peu celui de chacun. Les semaines suivantes furent les plus intenses que Merival Technologies ait connues depuis des décennies. Derrière les murs de verre et d'acier du siège parisien, une bataille silencieuse s'était engagée. Elle n'opposait pas des concurrents extérieurs, mais 2 visions du monde, 2 manières de comprendre ce qu'était réellement une entreprise, celle des chiffres et celle des hommes. D'un côté, Henri Lefebvre, avec son calme inébranlable et sa conviction profonde que la dignité devait précéder le profit. De l'autre, un groupe de cadres supérieurs mené par Thomas Lemoine, bien décidés à préserver leur pouvoir, leurs privilèges et leur conception du succès. Chaque jour, Claire observait la tension grandir. Les sourires de façade redevenaient crispés, les conversations s'interrompaient brusquement dès qu'Henri entrait dans une pièce. Les réunions du comité d'éthique, autrefois pleines d'espoir, se chargèrent désormais de débats houleux. Certains membres, influencés par les rumeurs, commençaient à douter de la direction qu'ils avaient prise. Henri restait impassible, mais Claire voyait que cette lutte l'épuisait. Un matin, elle entra dans son bureau et le trouva assis dans la pénombre. Sur le bureau, plusieurs lettres ouvertes portaient l'entête de Lyon. Il lui fit signe d'approcher. « Les choses se compliquent », dit-il d'une voix plus grave qu'à l'accoutumée. « Les actionnaires commencent à s'impatienter. Ils prétendent que mes décisions freinent la productivité, que mes réformes coûtent trop cher à court terme. Mais tout ce que vous avez mis en place fonctionne, répliqua-t-elle. Les équipes se parlent à nouveau. Les employés restent plus tard de leur plein gré. Même les clients remarquent la différence. Henri hocha la tête, sans sourire. Ce genre de changement ne se mesure pas en chiffres. Et c'est bien ce qui dérange.
Ils veulent des courbes qui montent, pas des consciences qui s'éveillent. Il prit une des lettres et la tendit à Claire. Ils m'ont convoqué à une assemblée générale à la fin du mois. Ils veulent revoir ma stratégie de redressement. En réalité, ils veulent me pousser vers la sortie. Ces mots tombèrent comme une pierre dans son estomac. Elle chercha à croiser son regard, mais il restait tourné vers la fenêtre. « Vous allez y aller ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, on ne fuit pas les batailles qu'on a choisies. » Les jours précédant cette assemblée furent marqués par une tension sourde. Dans les bureaux, les clans se formaient. Certains employés soutenaient ouvertement Henri, d'autres, plus prudents, choisissaient le silence. Quant à Thomas Lemoine, il menait une campagne souterraine contactant les membres du conseil, exagérant les pertes engendrées par les réformes, insinuant qu'Henri n'était plus lucide, qu'il vivait dans un monde d'idéaux d'un autre temps. Un soir, alors que Claire rangeait ses affaires, elle reçut un message anonyme. « Demain matin, réunion au 12e étage. Ce que vous entendrez changera tout. » Elle hésita, mais son instinct lui dicta de s'y rendre. Le lendemain, à l'aube, elle entra discrètement dans la salle indiquée. Derrière la porte entr'ouverte, elle vit Thomas entouré de plusieurs cadres et d'un représentant du siège de Lyon en visioconférence. « Nous ne pouvons plus le laisser ruiner notre compétitivité, » disait Thomas. Son discours sur l'éthique est une belle vitrine, mais la vérité, c'est que nous perdons des contrats parce que nous passons notre temps à écouter les employés au lieu de livrer des résultats. Ça n'est pas une école de philosophie, c'est une entreprise. Le représentant de Lyon répondit d'une voix posée « Vous savez que Lefebvre a encore beaucoup de soutien ici. Son image publique joue en sa faveur. Vous devez apporter des preuves tangibles avant de pouvoir demander sa révocation. » Thomas esquissa un sourire froid. « C'est exactement ce que nous préparons. » Claire comprit alors qu'il cherchait à provoquer une erreur d'Henri, une faute qui justifierait sa destitution. Elle quitta la salle sans bruit, le cœur battant. Lorsqu'elle le retrouva plus tard, Henri travaillait à son bureau, entouré de dossiers. Elle hésita, puis décida de lui dire la vérité. Il l'écouta en silence, les mains jointes. Quand elle eut terminé, il resta immobile quelques secondes avant de murmurer « Je m'y attendais ». Les hommes comme Thomas croient que le pouvoir se protège par la peur. Mais ils oublient une chose. La peur finit toujours par détruire ceux qui s'en servent. « Vous allez les affronter ?» demanda Claire. « Non, je vais leur laisser l'occasion de s'affronter eux-mêmes. » Elle ne comprit pas tout de suite ce qu'il voulait dire, mais elle savait qu'il préparait quelque chose. Les jours suivants, Henri fit semblant d'ignorer les manœuvres de ses opposants. Il continua de visiter les bureaux, de parler aux employés, d'écouter leurs histoires. Il organisa même un déjeuner collectif dans la cafétéria, où il invita tous les départements à partager leurs idées pour améliorer la communication interne. Cette simplicité déstabilisa encore plus ses adversaires. Les employés, touchés, commencèrent à lui témoigner une loyauté sincère. Puis arriva le jour de l'Assemblée générale. Tous les dirigeants, les représentants des actionnaires et les chefs de service furent convoqués dans le grand amphithéâtre de l'immeuble. L'ambiance était lourde. Les uns parlèrent de chiffres, les autres de modernisation nécessaire. Henri, assis au premier rang, écoutait sans intervenir. Lorsque son tour vint, il monta sur l'estrade, posa sa serviette sur la table et regarda la salle d'un air paisible. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, on m'a demandé de justifier mes décisions. Je ne le ferai pas avec des graphiques ni des promesses. Je vais simplement vous rappeler pourquoi mes rivales existent. » Il sortit une vieille photographie, la même que celle que Claire avait vue sur son bureau. Voici nos débuts. 5 personnes, un garage, un rêve. Créer une entreprise où chaque idée aurait sa place, où chaque employé aurait le droit d'être respecté. Aujourd'hui, nous avons grandi, mais à quel prix? Nous avons perdu notre âme en croyant gagner le monde. Un silence s'installa. Thomas, au fond de la salle, leva les yeux au ciel, mais plusieurs cadres baissèrent la tête. Henri continua. « Je ne suis pas ici pour vous empêcher de faire du profit. Je suis ici pour rappeler que sans l'humain, le profit ne vaut rien. Une entreprise n'est pas une machine à chiffres, c'est une promesse collective. » Les murmures cessèrent. Même ceux qui lui étaient hostiles restaient figés, désarmés par la simplicité de ses mots. Henri poursuivit, sa voix légèrement voilée. « Vous pouvez me renvoyer aujourd'hui. Vous en avez le droit. Mais avant de voter, regardez autour de vous. Regardez ces visages. Ce sont eux qui font mes rivales, pas les tableaux Excel. Posez-vous la seule question qui vaille. Que restera-t-il de cette entreprise quand plus personne n'y croira ?» Une longue minute passa.
Puis un homme du conseil d'administration, d'habitude aligné sur Thomas, se leva. « Monsieur Lefebvre a raison, dit-il. Nous avons oublié pourquoi nous sommes ici. J'ai vu plus de sincérité dans son regard que dans nos bilans des 3 dernières années. » Lentement, d'autres suivirent. Les votes commencèrent. Le résultat fut inattendu. Une majorité soutenait la poursuite du plan de réforme. Thomas quitta la salle sans un mot. À la sortie, Henri s'appuya un instant contre le mur, comme s'il portait un poids trop lourd. Claire accourut vers lui. « Vous avez gagné. »« Non, répondit-il calmement. Nous avons juste rappelé à ces gens qu'ils pouvaient encore choisir le bien. » Il regarda vers la fenêtre, où le soleil d'après-midi baignait la ville. « Le plus dur commence maintenant, murmura-t-il. Réparer, c'est plus long que convaincre. » Ce jour-là, la victoire d'Henri ne fut pas triomphale. Elle fut humble, fragile, mais réelle. Et dans les yeux de ceux qui avaient douté, une étincelle nouvelle brillait, celle de la responsabilité retrouvée. Mérival n'était pas sauvée, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait cessé de s'égarer. L'Assemblée générale de Mérival venait à peine de se terminer que le bâtiment tout entier semblait respirer un air nouveau. Ceux qui, quelques heures plus tôt, murmuraient dans les couloirs avec des regards soupçonneux, restaient maintenant silencieux, ébranlés par la tournure des événements. Le discours d'Henri Lefebvre avait traversé les murs comme une onde invisible. Ces mots simples, dénués de toute stratégie, avaient rappelé à chacun pourquoi il travaillait ici. Mais cette victoire morale, aussi éclatante fût-elle, n'était pas la fin de la lutte. Ce n'était que le début d'une bataille plus subtile, celle qui se joue dans les cœurs, dans les habitudes, dans la lenteur du changement. Henri, lui, n'avait pas célébré. Une fois la réunion terminée, il s'était isolé dans son bureau. Les rideaux tirés, il relisait la copie de son discours, annotée de sa main. Ces phrases, écrites avec une rigueur d'artisan, semblaient peser davantage à mesure qu'il les relisait. Il savait qu'il avait gagné une bataille politique, mais il sentait aussi qu'il avait laissé une part de lui-même sur cette estrade. Le poids de l'âge, la fatigue accumulée et l'émotion contenue le faisaient chanceler intérieurement. Claire, restée dans les bureaux tard ce soir-là, frappa doucement à la porte. Elle entra, portant un dossier sous le bras. Henri leva les yeux et lui adressa un sourire fatigué. « Vous devriez être chez vous, Claire. La journée a été longue pour tout le monde. »« Je voulais juste vous dire merci, » répondit-elle. « Merci d'avoir parlé comme vous l'avez fait. Vous avez donné du courage à beaucoup de gens. » Il hocha la tête. « Ce n'est pas du courage, c'est de la nécessité. Quand on se tait trop longtemps, les mots finissent par vous étouffer. » Elle s'assit face à lui, le regardant ranger ses notes. « Vous savez, dit-elle, j'ai remarqué quelque chose aujourd'hui. Pendant que vous parliez, personne ne regardait son téléphone. Pas un seul écran allumé. Les gens écoutaient vraiment. Je n'avais jamais vu ça ici. » Henri sourit, amusé. « Cela ne durera peut-être pas, mais parfois quelques minutes d'écoute suffisent à fissurer un mur. » Elle hésita, puis sortit de son dossier plusieurs lettres qu'elle avait trouvées dans la boîte du comité d'éthique. Ce sont des messages anonymes reçus après l'Assemblée. La plupart sont des remerciements. Des employés disent qu'ils ont retrouvé la fierté d'appartenir à cette entreprise. Certains racontent même qu'ils ont repris contact avec des collègues qu'ils évitaient depuis des années. Henri prit les lettres et les parcourut lentement. Ses yeux se voilèrent. Alors tout cela n'aura pas été vain. Mais au fond de lui, il savait que tout pouvait encore basculer. Les structures de pouvoir qu'il avait ébranlées ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Derrière les portes closes, des discussions se poursuivaient. Thomas Lemoine, humilié publiquement, n'avait pas renoncé. Dès le lendemain, il prit contact avec plusieurs investisseurs externes, leur promettant un plan alternatif de rentabilité en cas de départ d'Henri. Ces alliances dans l'ombre formaient une toile fragile, mais dangereuse. Henri n'ignorait pas ces manœuvres. Il savait qu'un système aussi corrompu ne se reforme pas sans résistance. Cependant, il refusa d'adopter la méfiance comme stratégie. Au contraire, il choisit la transparence. Il convoqua une nouvelle réunion, ouverte à tous les employés, du cadre le plus haut placé au stagiaire le plus récent. Le jour venu, la grande salle de conférence fut pleine à craquer. On n'y sentait plus la froideur habituelle, mais une tension mêlée d'attente et d'espoir. Henri monta sur l'estrade, sans micro, sans document, les mains simplement croisées. « J'ai promis que cette entreprise changerait, » dit-il. « Mais ce changement ne peut venir d'un seul homme. Ce sera votre responsabilité autant que la mienne. » Il marqua une pause, observant la foule. « Aujourd'hui, je veux entendre vos voix.
Pas des statistiques, pas des rapports. Je veux savoir ce que vous ressentez, ce que vous espérez. Parlez-moi de votre Mérival, celle que vous voulez construire. » Le silence qui suivit dura de longues secondes. Puis, timidement, une jeune femme du département de la logistique leva la main. « Monsieur Lefebvre, dit-elle d'une voix tremblante. Avant, j'avais peur de venir travailler. Je n'étais jamais sûre de pouvoir garder mon emploi. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on m'écoute. C'est la première fois en 10 ans. Merci pour ça. » Les applaudissements qui suivirent furent spontanés, sincères. D'autres prirent la parole, racontant leurs expériences, leurs douleurs, leurs idées. Certains pleuraient en parlant. Henri écoutait, prenant des notes, remerciant chacun. L'émotion collective dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Pour la première fois, l'entreprise parlait d'une seule voix, mais au milieu de cette renaissance, un incident inattendu survint. En fin de réunion, Thomas entra dans la salle, en retard volontaire. Il s'avança lentement, son regard glacial fixé sur Henri. « Vous avez réussi à émouvoir tout le monde, » dit-il d'un ton sec. « Mais la compassion ne paie pas les salaires. Pendant que vous faites des discours, les concurrents signent des contrats. Vous êtes en train de condamner cette entreprise à la lenteur et à la faiblesse. » Un murmure parcourut la salle. Henri le regarda calmement. « La faiblesse, monsieur le moine, ce n'est pas de prendre le temps d'écouter. C'est de croire que tout se résume à vendre plus vite que les autres. Une entreprise qui perd son âme finit toujours par perdre ses clients. Ce sont des mots de philosophe, pas de dirigeant. »« Peut-être, » répondit Henri, « mais ce sont les seuls mots capables de durer. » Thomas, vexé, tourna les talons. Mais son départ précipité provoqua un frisson collectif. Pour la première fois, quelqu'un avait osé lui répondre sans hausser la voix, sans colère, avec cette vérité tranquille qui coupe plus profondément que n'importe quel cri. À la fin de la journée, la salle se vida lentement. Les gens restaient à discuter entre eux, formant de petits groupes, partageant leurs idées avec un enthousiasme qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Claire rejoignit Henri, resté seul devant la baie vitrée. « Vous savez, dit-elle, aujourd'hui c'est vous qui avez écouté. Et c'est peut-être ce qui a tout changé. » Henri la regarda, puis sourit. « Peut-être. Mais écoutez bien, Claire. Le vrai changement, ce n'est pas d'avoir raison, c'est de donner envie aux autres de croire à nouveau. » La semaine suivante, l'effet de cette réunion se fit sentir à tous les niveaux. Les départements commencèrent à collaborer, des projets transversaux naquirent, des idées oubliées furent redécouvertes. L'ambiance, autrefois glaciale, devint peu à peu celle d'une ruche vivante. On voyait les employés s'attarder après les heures de travail pour aider un collègue, proposer des améliorations, partager un café en riant. Le mot « Mérival » reprenait un sens humain. Cependant, pour Henri, chaque journée devenait plus lourde. Sa santé déclinait doucement, bien qu'il n'en parlât jamais. Il cachait sa fatigue derrière sa constance. Claire s'en rendait compte, mais elle respectait son silence. Un soir, en le voyant ranger ses affaires avec lenteur, elle osa dire « Vous devriez vous reposer un peu. » Il répondit simplement « Quand tout sera en ordre, je le ferai, mais pas avant. » Et il sortit, son manteau beige flottant légèrement dans le couloir désert. Ce soir-là, Claire resta seule au bureau. Elle relut les notes de la journée, les visages des employés lui revenant en mémoire. Elle pensa à cet homme qui avait transformé une entreprise entière sans jamais hausser le ton, qui avait affronté le mépris, les intrigues, la lassitude, avec pour seule arme une conviction, que la dignité valait plus que n'importe quel profit. Dans la nuit parisienne, les lumières du siège restaient allumées plus longtemps que d'habitude. Mérival vivait encore, mais cette fois d'une autre manière. Et même si la tempête n'était pas terminée, on sentait que quelque chose d'irréversible venait de se produire. La peur avait reculé, remplacée par une force discrète mais puissante, née d'un homme qui, en refusant d'abandonner, avait rappelé à tous que le travail n'a de sens que s'il élève l'être humain. Les semaines qui suivirent l'Assemblée et la grande réunion ouverte furent décisives. Une transformation profonde s'opérait au sein de Mérival Technologies, et Paris en devint le symbole vivant. L'entreprise, autrefois perçue comme une structure rigide, figée dans ses protocoles et ses ambitions froides, semblait renaître sous les yeux de ceux qui y travaillaient. Ce n'était pas une révolution bruyante ni un changement visible du jour au lendemain, mais une lente métamorphose faite de gestes discrets, d'écoutes nouvelles et d'une atmosphère apaisée. Chaque matin, les couloirs baignés de lumière accueillaient des visages plus ouverts, moins tendus.
Les sourires, d'abord timides, se multipliaient. On se saluait, on se remerciait, on échangeait quelques mots avant de commencer la journée. Les réunions n'étaient plus des champs de bataille où chacun cherchait à dominer, mais des espaces de réflexion où la parole circulait librement. Les idées venaient désormais des bureaux les plus modestes, autant que des postes de direction, et Henri Lefebvre tenait à ce que chacune soit écoutée. Claire Moreau, qui avait accepté la mission de coordonner la culture d'entreprise, se trouvait au cœur de ce renouveau. Elle travaillait sans relâche, aidée par une petite équipe qu'elle avait choisie avec soin, composée d'employés de différents départements. Ils s'appelaient eux-mêmes le groupe des ponts, car leur tâche consistait à relier les divisions de l'entreprise qui, pendant des années, avaient fonctionné comme des îles isolées. Ils organisèrent des rencontres hebdomadaires, des ateliers, des moments d'échange où la hiérarchie s'effaçait le temps d'une discussion. Au début, certains se montraient sceptiques. L'idée de culture humaine semblait abstraite dans un environnement technologique et concurrentiel. Mais peu à peu, les résultats parlèrent d'eux-mêmes. Le taux d'absentéisme diminua, la productivité augmenta sans pression supplémentaire, les erreurs diminuèrent. On découvrit qu'un employé écouté et respecté travaillait mieux qu'un employé surveillé et menacé. Henri observait tout cela avec un mélange de fierté et de prudence. Il savait que le succès d'une idée ne se mesure pas seulement à ses premiers résultats, mais à sa capacité à survivre au temps. Un soir, alors qu'il traversait les bureaux vides après la journée, il s'arrêta devant une salle de réunion. À l'intérieur, Claire et son équipe discutaient encore autour d'un tableau couvert de notes. Ils parlaient avec passion, gesticulaient, riaient même. Henri resta quelques secondes à les regarder sans entrer. Ce qu'il voyait là valait plus que n'importe quel rapport de performance. C'était l'âme de Mérival qui reprenait forme, mais il sentait aussi que son rôle touchait à sa fin. Il avait accompli ce pourquoi il était revenu. Redonner une direction, pas la garder éternellement. Son corps, lui, commençait à trahir les signes de la fatigue qu'il ignorait depuis des mois. Le médecin, qu'il avait fini par consulter à la demande de Claire, lui avait parlé avec douceur mais fermeté. Il devait ralentir, sous peine de s'effondrer. Il ne répondit pas tout de suite. Pendant une semaine, il continua à travailler comme si de rien n'était, mais chaque soir, la douleur dans sa poitrine devenait plus insistante. Il comprit qu'il devait préparer sa succession et il savait déjà à qui il confierait la continuité de ce qu'il avait reconstruit. Un matin de printemps, il convoqua Claire dans son bureau. La lumière filtrait à travers les grandes fenêtres, dessinant sur les murs des reflets doux. Il la fit asseoir sans préambule et resta un instant silencieux avant de parler. « Claire, dit-il, savez-vous ce qui distingue un bon dirigeant d'un simple gestionnaire ?» Elle réfléchit quelques secondes. « Peut-être la capacité à inspirer plutôt qu'à ordonner ?» Il sourit. « Oui, mais c'est plus que cela. Un bon dirigeant sait s'effacer au bon moment. Il prépare les autres à continuer sans lui. » Elle fronça les sourcils. « Vous voulez dire que… » ?»« Oui, répondit-il, je vais me retirer. Pas demain, mais bientôt. La direction de Lyon m'a proposé de rester comme consultant. Je resterai à vos côtés le temps nécessaire, mais il est temps que d'autres prennent la relève. » Le silence s'installa. Claire sentit un pincement au cœur. « Vous ne pouvez pas partir maintenant, dit-elle doucement. Nous avons encore besoin de vous. Vous n'avez plus besoin de moi, Claire. C'est ça, le signe que tout fonctionne. Regardez autour de vous. Les gens travaillent ensemble, les conflits se règlent autrement que par la peur. Vous êtes prête à diriger ce que nous avons commencé. Je ne suis pas à votre hauteur. Personne ne l'est au début, répondit-il. Moi non plus, à mes débuts, je ne l'étais pas. Mais on apprend à l'être en choisissant de ne jamais cesser d'apprendre. Il se leva, fit quelques pas vers la fenêtre et ajouta « Je vous ai observé depuis le premier jour. Vous avez ce que j'ai perdu avec le temps, la jeunesse du regard, la conviction que rien n'est figé. Vous saurez préserver ce que nous avons reconstruit, parce que vous y croyez encore avec l'ardeur que j'avais autrefois. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle comprit que cette conversation n'était pas une simple annonce administrative. C'était un passage de flambeau. Henri n'était pas seulement en train de lui confier des responsabilités, il lui confiait un héritage moral. Les jours suivants, la nouvelle de la future retraite d'Henri circula dans les couloirs. Certains refusèrent d'y croire, d'autres l'acceptèrent avec une résignation émue. Des lettres de remerciement commencèrent à s'accumuler sur son bureau. Les employés, de tout niveau, tenaient à lui exprimer ce qu'il avait changé pour eux. Une secrétaire écrivit « Vous nous avez appris que l'humanité n'est pas une faiblesse, mais une force. »
Un technicien ajouta « Grâce à vous, je n'ai plus honte de dire que j'aime mon travail. » Henri lisait ses messages chaque soir, souvent en silence, parfois en souriant, parfois en fermant les yeux pour retenir les larmes. Il savait qu'il laissait derrière lui plus qu'une entreprise réparée. Il laissait une communauté réconciliée avec elle-même. Lorsque le jour de l'annonce officielle arriva, toute l'équipe fut convoquée dans le grand auditorium. Claire se tenait à ses côtés, la gorge serrée. Henri monta sur scène, plus pâle qu'à l'ordinaire, mais son regard brillait d'une sérénité rare. « Mes amis, commença-t-il, je ne vais pas vous faire un long discours. J'ai toujours pensé qu'une entreprise, c'est comme une maison. On ne construit pas une maison pour y rester éternellement. On la bâtit pour que d'autres puissent y vivre, y grandir, y rêver. Aujourd'hui, je quitte la direction de Merival Paris avec la certitude que cette maison est entre de bonnes mains. » Il désigna Claire d'un geste. « Mademoiselle Moreau sera désormais responsable de la coordination humaine et de la culture d'entreprise. C'est grâce à elle que notre renaissance a pris racine. Je vous demande de lui accorder la même confiance que vous m'avez donnée. » Un tonnerre d'applaudissements éclata. Claire sentit ses jambes trembler, mais elle tint bon. Henri lui serra la main avant de descendre lentement de la scène. Après la cérémonie, il resta seul quelques minutes dans la salle désormais vide. Le silence n'était plus celui du mépris, mais celui de la reconnaissance. Il s'assit au premier rang, regarda l'estrade et pensa à la route parcourue. Il se rappela le jour de son retour, les moqueries, le regard de Claire, les premiers gestes timides de changement. Tout cela semblait si loin, et pourtant si proche. Quand il quitta le bâtiment ce soir-là, il ne se retourna pas. Il n'en avait pas besoin. Derrière lui, Merival vivait, respirait, grandissait. Et dans le cœur de ceux qu'il laissait, son nom ne serait pas celui d'un patron, mais celui d'un homme qui avait redonné à une entreprise son humanité. Le matin de la cérémonie d'adieu d'Henri Lefebvre, la lumière de Paris semblait différente. L'aube filtrait entre les nuages avec une douceur inhabituelle. Et dans les rues autour du siège de Merival Technologies, les passants pressés ralentissaient inconsciemment leurs pas. À l'intérieur du bâtiment, une atmosphère calme et presque sacrée s'était installée. Il ne s'agissait pas d'un jour ordinaire, c'était le dernier jour d'un homme qui avait redonné à une entreprise sa conscience. La direction avait organisé un rassemblement dans le grand auditorium, celui-là même où, quelques mois plus tôt, Henri avait livré son discours le plus marquant. L'espace, d'habitude réservé aux présentations commerciales et aux bilans financiers, avait été décoré simplement. Sur la scène, un grand tableau affichait une photographie de l'équipe de 1984, celle des débuts de Merival. On y voyait un Henri jeune, les cheveux noirs, debout à côté de ses premiers collaborateurs. Ce souvenir du passé se mêlait à la présence du présent, rappelant à tous que chaque fondation solide commence par un rêve et une poignée de convictions. Les employés arrivèrent un à un, certains en silence, d'autres échangeant des sourires timides. Beaucoup portaient un respect visible dans leurs gestes, dans la façon de se saluer, comme si chacun comprenait que ce jour marquait la fin d'une ère. Claire Moreau, désormais responsable de la culture d'entreprise, avait tout organisé avec soin. Elle voulait que ce moment soit à l'image d'Henri, sincère, sans ostentation, profondément humain. Henri arriva sans cérémonie, vêtu d'un costume gris clair qu'il avait probablement porté à d'autres occasions importantes. Il salua ceux qui se trouvaient sur son chemin avec une simplicité désarmante. L'émotion se lisait sur les visages. Il monta sur scène, lentement, posa sa serviette en cuir sur la table, la même qu'il portait le jour de son retour, et regarda la salle remplie. « Mes amis, » dit-il d'une voix légèrement voilée, « quand je suis revenu ici il y a quelques mois, je ne savais pas vraiment ce que j'allais trouver. Je ne cherchais ni reconnaissance, ni revanche. Je voulais simplement voir si ce que nous avions bâti autrefois avait encore un cœur. Et aujourd'hui, en vous regardant, je sais que ce cœur bat à nouveau. » Un murmure parcourut la salle. Les visages se tournaient vers lui avec un respect silencieux. Henri continua sa voix plus assurée. « Au début, j'ai vu la peur, la fatigue, l'indifférence. Puis j'ai vu renaître quelque chose de bien plus fort, la dignité. Vous avez prouvé qu'une entreprise peut changer quand les hommes qui la composent choisissent de se relever. Ce n'est pas moi qui ai accompli cela, c'est vous. » Ces mots flottèrent dans l'air, simples et vrais. Certains employés avaient les larmes aux yeux. Claire, assise au premier rang, serrait un dossier entre ses mains, tentant de contenir l'émotion qui montait. Henri poursuivit, marchant lentement sur la scène. « Nous vivons dans un monde
où tout va trop vite, où l'on confond valeur et prix, efficacité et humanité. Mais une entreprise ne peut pas être grande si elle oublie d'être juste. Vous avez choisi la justice, et c'est ce qui vous rendra durable. Il s'arrêta un instant, comme pour reprendre son souffle, puis il sourit. On m'a souvent demandé pourquoi j'avais accepté de revenir à mon âge. La vérité, c'est que j'avais besoin de réparer quelque chose, pas seulement dans cette entreprise, mais en moi. En vous voyant aujourd'hui, je crois que cette réparation est achevée. La salle resta silencieuse. Puis, dans un geste spontané, quelqu'un au fond se leva et applaudit. D'autres suivirent. En quelques secondes, tout le public était debout. L'applaudissement dura longtemps, profond, sincère. Ce n'était pas le bruit du triomphe, mais celui de la gratitude. Henri ferma les yeux un instant, submergé. Quand le silence revint, il fit un signe de la main pour apaiser la salle. « Merci », murmura-t-il, « mais ce n'est pas un adieu, c'est une passation. Vous avez désormais entre vos mains quelque chose de fragile, la confiance. Prenez-en soin, ne la perdez jamais. » Il se tourna vers Claire. « Mademoiselle Moreau, je vous laisse la responsabilité la plus précieuse que l'on puisse transmettre. Veillez à ce que Mérival reste humaine. Vous saurez le faire. » Elle se leva, tremblante, et monta sur scène. Henri lui tendit la main, mais elle la serra avec les deux siennes. « Je vous promets que je continuerai ce que vous avez commencé, » dit-elle. « Je ne laisserai jamais cette maison redevenir froide. »« Je le sais, » répondit-il doucement. « Vous en avez déjà fait une maison vivante. » Ils restèrent un instant immobiles, entourés du silence ému de toute l'assemblée. Puis Henri se tourna une dernière fois vers la foule. « Vous savez, la plus belle réussite n'est pas de créer une entreprise, mais de créer un lieu où les gens peuvent redevenir eux-mêmes. Si vous avez trouvé ici un endroit où vous vous sentez respecté, alors ma tâche est accomplie. » Il quitta la scène sous une pluie d'applaudissements. Certains employés essuyaient leurs yeux, d'autres se souriaient, comme pour partager une complicité nouvelle. Claire, debout, suivait des yeux la silhouette du vieil homme qui descendait lentement l'escalier. Ce moment resterait gravé dans la mémoire de chacun. Après la cérémonie, Henri passa une dernière fois dans les bureaux. Il saluait les employés un à un, échangeant quelques mots simples, parfois une accolade. En traversant le hall d'entrée, il s'arrêta devant le grand logo de Mérival. Pendant un instant, il posa la main sur les lettres en acier brossé. Un sourire éclaira son visage fatigué. Enfin, pensa-t-il, l'esprit de cette maison est revenu. Il sortit, lentement, sous les applaudissements des employés réunis spontanément devant l'entrée. Le soleil jouait dans ses cheveux gris. Il leva une main en guise d'au revoir, puis s'éloigna dans la rue, son pas mesuré, sa silhouette paisible disparaissant dans la lumière du matin. Ce jour-là, Mérival ne perdit pas un dirigeant. Elle gagna une mémoire. Les semaines suivantes confirmèrent que son héritage vivait toujours. Claire prit ses nouvelles fonctions avec une rigueur empreinte de bienveillance. Les réformes d'Henri furent consolidées, les programmes de mentorat se développèrent, les formations éthiques furent instaurées et les réunions commencèrent désormais par une minute de reconnaissance collective, non pas pour les chiffres atteints, mais pour les efforts partagés. L'entreprise devint un exemple cité dans la presse économique comme un modèle d'équilibre entre rentabilité et humanité. Mais au-delà des articles et des chiffres, la véritable victoire se voyait dans les détails. Un technicien aidant spontanément un stagiaire, un cadre offrant du temps à un employé en difficulté, une salle de pause pleine de rires sincères. Tout cela formait la trace invisible du passage d'Henri Lefebvre. Un soir, plusieurs mois plus tard, Claire rangeait les derniers dossiers du jour lorsqu'elle trouva une enveloppe glissée entre deux documents. Elle la reconnut immédiatement. L'écriture fine et inclinée d'Henri. À l'intérieur, une lettre courte, datée du jour de son départ. « Chère Claire, si vous lisez ceci, c'est que Mérival continue à avancer. Et c'est tout ce que je souhaitais. Souvenez-vous toujours que la valeur d'un lieu ne se mesure pas à ce qu'il produit, mais à ce qu'il permet aux gens de devenir. Ne laissez jamais la peur remplacer la bonté. Avec toute ma confiance, Henri. » Elle replia la lettre lentement, les yeux brillants, et la glissa dans le tiroir de son bureau. En regardant autour d'elle, elle comprit que chaque mur, chaque couloir, chaque sourire portait encore l'empreinte de cet homme. Mérival n'était plus seulement une entreprise. C'était une leçon vivante, celle d'un vieil homme entré un jour dans une salle de réunion sous les rires et en sorti en ayant transformé les cœurs. Et tandis que la nuit tombait sur Paris,
Claire éteignit les lumières du bureau, consciente que le flambeau qu'Henri lui avait confié continuerait de brûler longtemps, éclairant non pas les profits, mais les âmes.